Parfois, le criminel est si prudent que même une bonne orientation de l'enquête ne mène à aucun résultat. Les années, les décennies passent, l'affaire prend la poussière. Mais les technologies ne restent pas immobiles. Et un jour, des profs archivés se mettent à parler. Antioche, une petite ville californienne d'une centaine de milliers d'habitants. Un endroit calme où quelque chose de vraiment terrible arrive rarement. Mais en juin 1980, un événement s'est produit ici qui a choqué tous les résidents. Et pendant des décennies, il a changé le sentiment de sécurité dans ces quartiers paisibles. Dimanche 22 juin. Vers 4 heures du matin, Stéphanie Maline, 25 ans, rentre chez elle. Son service au restaurant est terminé. Après le travail, elle est passée voir une collègue. Maintenant, tout ce qu'elle veut, c'est dormir. La clé tourne dans la serrure. À l'intérieur, il fait noir et c'est silencieux. En traversant le rez-de-chaussée, la femme remarque. Sa cousine de 14 ans, Suzanne Bombardier, n'est nulle part. Normalement, la jeune fille l'attendait dans le salon sur le canapé. Stéphanie s'arrête dans l'embrasure de la porte. Elle écoute. Silence. Elle appelle sa sœur plusieurs fois, personne ne répond. Étrange, mais pas au point de paniquer. Trop tôt, trop sombre. De plus, les deux filles de Stéphanie, âgées de 5 et 6 ans, dorment à l'étage. Il n'y a aucune raison de les réveiller. La femme décide que Suzanne s'est probablement endormie dans la chambre des enfants et va se coucher. La fatigue prend le dessus. La veille au soir, elle avait demandé à sa sœur de surveiller les filles. Suzanne adorait passer du temps avec ses nièces et avait accepté volontiers. L'étudiante responsable y voyait une tâche d'adulte importante, une occasion de montrer qu'on pouvait compter sur elle. Quelques heures plus tard, Stéphanie se réveille et commence à préparer le petit déjeuner. L'odeur du café emplit la cuisine. Le téléphone sonne. La mère de Suzanne s'enquiert du retour de sa fille. Stéphanie pose la poêle. Elle va dans la chambre des enfants pour réveiller sa sœur, mais celle-ci n'y est pas. Le lit est intact. Les filles disent qu'elles se sont réveillées seules. On ne sait pas où est Suzanne. Stéphanie fouille toute la maison, le rez-de-chaussée, le premier étage. Elle regarde dans la salle de bain, dans le débarras. Aucune trace. Il devient clair, sa sœur n'a même pas passé la nuit ici. C'est effrayant, vraiment effrayant. Suzanne n'avait jamais été une adolescente à problème. Elle ne s'était jamais enfuie, ne voyait personne. Et surtout, elle n'aurait jamais laissé de petits-enfants sans surveillance. Ce serait totalement hors de son caractère. Stéphanie commence à inspecter minutieusement la maison, à la recherche du moindre indice. Elle vérifie si sa sœur a laissé une note. Elle regarde le téléphone, peut-être un appel manqué. Rien. Avec sa mère, dont la voix semble de plus en plus anxieuse, elle décide de contacter la police. On ne peut plus attendre. Les officiers arrivés commencent immédiatement à reconstituer la chronologie. Ils sortent leur carnet, posent les questions méthodiquement, sans se presser. Selon Stéphanie, le soir du 21 juin, elle partait pour son service et avait demandé à Suzanne de rester avec les enfants. Après le travail, elle prévoyait de passer à l'anniversaire d'une collègue. Le restaurant n'était pas loin, mais elle ne voulait pas laisser ses filles seules, même pour quelques heures. Vers 20 h le 21 juin, Stéphanie a appelé la maison et a demandé à sa sœur d'apporter des vêtements propres au travail. Son uniforme était sale. La jeune fille a accepté et a satisfait la demande. Elle a marché 2 pâtés de maison, a remis les vêtements. Ce fut leur dernière rencontre. Suzanne avait l'air normale. Elle souriait, se dépêchait de retourner auprès des filles. En la raccompagnant, Stéphanie l'a regardée traverser la rue et lui a fait signe de la main. Une soirée ordinaire, rien d'inhabituel. Les collègues et les 2 filles confirment ces dires. Les filles ont raconté. Suzanne est rentrée à la maison et a immédiatement commencé à les coucher. Elle leur a donné à dîner des macaronis au fromage, leur plat préféré.
Elle a aidé à ramasser les jouets éparpillés sur le sol. Elle se souvenait de ce que leur tante portait, une chemise de nuit et un peignoir rouge. Doux, domestique. Visiblement, elle n'avait pas l'intention de sortir. Une fois les enfants couchés, Suzanne allait regarder la télévision ou lire, son activité préférée. La télécommande était posée sur la coudoir du canapé. Il était prévu qu'elle passe la nuit chez sa sœur et rentre chez elle le matin, comme d'habitude. À 1h30 du matin, Stéphanie, étant à la fête, a de nouveau appelé la maison pour vérifier si tout allait bien. La musique était forte. Elle a dû s'éloigner. Suzanne a répondu rapidement, la voix endormie, a dit que les enfants dormaient, que tout allait bien. Elle a ajouté qu'elle allait se coucher elle-même. Elle était fatiguée. La conversation a duré moins d'1 minute. Stéphanie a raccroché et est retournée auprès des invités, ne se doutant de rien. Les témoignages des témoins ont permis de reconstituer la scène. La disparition s'est produite entre 1h30 au moment du dernier appel et 4h du matin lorsque Stéphanie est rentrée et n'a pas trouvé sa sœur. 2h30, une étroite fenêtre de temps. La version d'une fugue a été immédiatement rejetée par la mère et la sœur, catégoriquement. Suzanne était une jeune fille calme et docile. Il n'y avait pas de conflits familiaux. L'adolescence s'était déroulée sans incident, pas de crise, pas de scandale. De plus, toutes ses affaires, son sac, ses vêtements, ses chaussures étaient restés en place. Ses baskets étaient près de la porte. Sa veste était accrochée dans l'armoire. S'enfuir en peignoir et en pantoufles, absurde. Une version d'enlèvement a émergé. Peut-être des cambrioleurs se sont-ils introduits dans la maison et Suzanne a tenté d'intervenir ou est devenue un témoin accidentel. Mais cette version a semblé peu probable. Les détectives examinent attentivement les pièces. Rien n'a disparu, ni l'argent du portefeuille de Stéphanie, ni les bijoux posés sur la commode. Aucune trace d'effraction n'a été découverte. Les serrures étaient intactes, les fenêtres fermées de l'intérieur. Cela signifiait que la jeune fille connaissait la personne qui l'avait emmenée et l'avait laissée entrer volontairement. Il n'y avait aucun signe de lutte dans la maison. Meubles, objets, tout était à sa place. Les coussins du canapé étaient bien rangés. Les enfants dans les chambres voisines n'ont rien entendu. Ils se sont réveillés calmement, comme toujours. Les détectives ont commencé à interroger les voisins. Stéphanie vivait dans une maison de ville, à côté, d'autres familles qui auraient pu entendre quelque chose à travers les murs. Les officiers allaient de porte en porte, posant les mêmes questions. Mais personne n'avait rien remarqué. Ni bruit, ni voix, ni porte claquée. Rien de suspect. La disparition de l'écolière de 14 ans est devenue l'incident le plus inquiétant de ce quartier paisible. Dès le premier jour, l'affaire semblait extrêmement mystérieuse. L'enquête n'avait aucune piste, pas un seul fil à tirer. La police a commencé un travail actif, inspection du périmètre de la maison, examen minutieux des lieux. Les détectives ont fouillé les buissons, regardé sous les voitures, vérifié les poubelles. Cela n'a donné aucune nouvelle information. Tous les voisins des environs ont été interrogés. Certains ont vu, d'autres non, mais rien d'important. Ils ont visité l'école où Suzanne étudiait. Les professeurs étaient sous le choc. Les camarades de classe se taisaient, ne sachant que dire. Tout le monde était inquiet, mais personne ne pouvait donner d'indices. Personne n'a remarqué d'étrangers ou de voitures suspects cette nuit-là. Ni une voiture roulant lentement, ni une personne traînant sans but. Ce dimanche soir n'était pas différent des autres. On ne parlait pas de caméras de surveillance en 1980, c'était une autre époque. L'enquête a abouti à une impasse. Les enquêteurs ont fait appel au public, espérant obtenir des informations de témoins occasionnels. Ils ont placé des annonces dans les journaux, sont passés à la radio locale. Cela n'a pas fonctionné. Plusieurs déclarations ont été reçues au poste, mais toutes se sont avérées être de fausses pistes.
Quelqu'un avait vu une fille ressemblante dans une autre ville. Quelqu'un avait entendu des rumeurs. Rien de concret. 5 jours se sont écoulés depuis la disparition. Aucun progrès. On a commencé à supposer le pire, que Suzanne n'était plus en vie. Les proches ne voulaient pas y croire et continuaient d'espérer. La famille a activement diffusé des informations, affichant des tracts dans les rues, sur les poteaux, dans les magasins. La photographie de la jeune fille regardait de tous les coins, souriante, avec de longs cheveux. Après avoir analysé son entourage proche, les détectives n'ont trouvé personne représentant une menace pour l'écolière. Il n'y avait pas d'adolescents à problème dans son groupe d'amis, seulement des pères ordinaires, tout aussi calmes. Ils ont commencé à vérifier les criminels sexuels enregistrés dans le comté. Plusieurs ont été trouvés, mais tous avaient un alibi confirmé. Quelqu'un était au travail, quelqu'un d'autre à la maison avec sa famille. Tout a été vérifié. Tout a changé le 27 juin. Une journée chaude, le soleil tapait fort. À environ 100 km de la maison de Stéphanie, sur la rivière San Joaquin, un homme pêchait. Tôt le matin, alors que le brouillard ne s'était pas encore dissipé, il remarqua quelque chose de suspect dans l'eau. Un objet assez volumineux flottait au fil du courant. Au début, il pensa que c'était une bûche ou un sac poubelle. S'approchant en bateau, il vit un corps nu. Une jeune femme, pâle, immobile. Elle avait échoué sur la rive, près du pont. Le témoin appela immédiatement la police, la voix tremblante lorsqu'il expliqua à l'opérateur ce qu'il avait trouvé. La défunte fut retirée de l'eau et envoyée pour autopsie. Le corps avait séjourné dans l'eau plusieurs jours. La décomposition avait commencé. La peau était devenue blanche, mais pas au point de masquer toutes les traces. Selon la conclusion de l'expert, il y avait des signes d'actes violents. La cause du décès, une blessure à l'arme blanche à la poitrine. Une seule, mais profonde. L'assassin lui avait transpercé le cœur. La mort fut rapide, probablement en l'espace d'1 minute. La défunte n'avait sur elle aucun document ni objet permettant son identification. Ni vêtements, ni bijoux, rien. Ils commencèrent à vérifier les déclarations de personnes disparues dans le comté. La liste était courte, mais chaque nom fut vérifié. Parmi eux se trouvait la déclaration de la famille Bombardier. En raison de la saison chaude et de l'immersion dans l'eau, le corps avait gonflé, les traits du visage s'étaient altérés. L'identification finale fut réalisée à l'aide des dossiers dentaires, la seule méthode fiable. Le médecin légiste confirma. La victime était Suzanne, la disparue. Les parents durent entendre cela. Le matériel biologique du criminel fut prélevé, des traces sous les ongles, des échantillons du corps. Des tentatives d'études furent même entreprises. Mais les technologies des années 80 ne permirent de faire pratiquement rien. Microscopes, tests chimiques, tout cela ne fournissait qu'un minimum d'informations. Les bases de données pour la comparaison d'informations n'existaient pas encore. L'analyse ADN ne faisait que naître quelque part dans des laboratoires, mais son application pratique était encore lointaine. Tout ce que les forces de l'ordre purent faire fut d'envoyer les échantillons collectés aux archives, de les sceller dans des sacs, de les étiqueter et de poursuivre les recherches par d'autres méthodes, anciennes et prouvées. L'affaire de la disparition de Suzanne fut officiellement requalifiée en enquête pour meurtre. Le dossier changea de couleur, le statut changea. Il y eut plusieurs suspects. Un homme enclin à l'agressivité qui résidait dans le même quartier que la maison de Stéphanie fut identifié. Un casier judiciaire pour bagarre, plusieurs plaintes de voisins. Il fut interrogé longuement, mais il se montra confiant. Le deuxième suspect fut l'ancien petit ami de la sœur de la victime. Ils ne s'étaient fréquentés que brièvement. La jeune femme raconta qu'il se comportait étrangement, trop insistant,
trop envahissant. C'est pourquoi elle décida de rompre après quelques rendez-vous. La veille de la disparition de Suzanne, il était venu chez Stéphanie, à son domicile, se tenait sur le pas de la porte, demandant une seconde chance. Elle l'avait vu à travers le judas avant d'ouvrir. Après avoir reçu un refus, il resta encore 1 minute, puis fit demi-tour et s'en alla. Il n'y avait tout simplement pas d'autres hommes suspects dans l'entourage de la famille. Seuls ces deux-là pouvaient être connus de la victime et admis chez elle sans méfiance. Les détectives vérifièrent minutieusement les deux, menèrent des interrogatoires, vérifièrent les alibis, recherchèrent des témoins. Mais des preuves irréfutables ne purent être trouvées. Ni témoins, ni empreintes digitales dans la maison, rien qui aurait pu relier les suspects au crime. Les techniques de l'époque étaient limitées. Progressivement, ils cessèrent de les traquer, bien qu'ils les gardèrent à l'œil. Les tentatives ultérieures pour retrouver l'assassin ne donnèrent aucun résultat. Les enquêteurs travaillèrent pendant des mois, vérifiant piste après piste, mais chacune aboutissait à une impasse. Tous les éléments du dossier furent collectés, témoignages, photos, échantillons, et envoyés aux archives pour de longues années. Les boîtes prirent la poussière sur les étagères. Suzanne Bombardier, 14 ans, fut enterrée au cimetière de Lafayette. Une petite cérémonie, beaucoup de fleurs. Sa mort fut un véritable choc pour tous ses proches. La mère de la jeune fille, apprenant la découverte, s'effondra simplement au sol, incapable de se tenir debout. Elle perdit connaissance dans le salon lorsque le détective prononça les mots de confirmation. À peine 1 heure après la nouvelle tragique, alors qu'elle ne parvenait pas encore à se ressaisir, le bulletin scolaire de Suzanne fut remis à la famille. Le document était arrivé par la poste. Une coïncidence cruelle. Il n'y avait que les meilleures notes. Elle était une élève brillante. Un avenir qui n'existerait plus. La communauté locale fut choquée et effrayée. Les parents commencèrent à accompagner leurs enfants à l'école, à verrouiller les portes à double tour. Tous étaient particulièrement mécontents de l'incapacité de la police à trouver l'assassin. Pendant longtemps, le commissariat reçut des appels de résidents inquiets qui espéraient l'arrestation du criminel et exigeaient des nouvelles. Des dénonciations furent faites à l'encontre de personnes spécifiques. Quelqu'un soupçonnait un voisin, quelqu'un d'autre un collègue, mais toutes se révélèrent de fausses pistes. Chacune fut vérifiée, mais sans résultat. Par la suite, des tentatives répétées furent faites pour étudier le profil ADN du criminel, prélevé sur le corps de la victime, et le comparer aux bases de données existantes. Surtout dans les années 90, lorsque les technologies commencèrent à se développer. En vain. La qualité du matériel était insuffisante. Les échantillons s'étaient dégradés au fil des années de stockage, et les technologies étaient encore trop faibles. Des méthodes plus sophistiquées, qui n'existaient pas encore, étaient nécessaires. Progressivement, le crime tomba dans l'oubli. De nouvelles affaires, de nouvelles tragédies supplantèrent les anciennes. Au début des années 2000, le nom de Suzanne Bombardier n'était rappelé que par les anciens de la ville, ceux qui y vivaient en 80, et par sa famille, qui espérait toujours le triomphe de la justice. La mère se rendait chaque année sur sa tombe à l'anniversaire du décès. Lorsque Jennifer Kathleen Gibbons, journaliste pour un journal local, entendit parler de cette histoire effrayante, elle fut choquée. Elle fouilla dans les archives, cherchant du matériel pour un article sur les affaires non élucidées, et tomba sur le nom de Suzanne. Un meurtrier capable de commettre un tel acte, toujours non capturé et potentiellement en liberté, à proximité, peut-être dans la maison d'à côté. En 2014, la reporter retrouva la tombe de la jeune fille, une simple pierre grise, des fleurs fanées, et commença à tenir un blog sur ce crime non élucidé. Elle communiqua beaucoup avec la famille de la victime, se rendit chez eux, enregistra leurs souvenirs.
Elle parla avec les résidents locaux qui se souvenaient encore de ce jour. Elle rencontra les détectives qui avaient travaillé sur l'affaire, désormais âgés, à la retraite, mais se rappelant encore chaque détail. Les publications régulières de l'histoire de Suzanne attirèrent l'attention, d'abord locale, puis plus largement. Le public réagit. Les forces de l'ordre le remarquèrent. Les gens recommencèrent à se poser des questions. Qu'était-il arrivé à la jeune fille et pourquoi le criminel n'était-il toujours pas puni? Des lettres arrivaient à la rédaction, des discussions apparurent sur les forums. La police n'était pas restée inactive auparavant, mais une forte motivation à résoudre l'affaire apparut désormais. La pression publique, l'attention de la presse. Plusieurs officiers, jeunes et pleins d'enthousiasme, s'adressèrent au shérif pour lui demander de leur accorder l'opportunité et les ressources nécessaires pour travailler sur ce meurtre non élucidé. Ils voulaient tenter leur chance. Le shérif hésita, mais accepta. En 2015, les échantillons d'ADN de l'affaire Suzanne Bombardier furent sortis des archives. Boîtes poussiéreuses, vieilles étiquettes. Immédiatement après la formation du groupe de travail chargé d'enquêter sur les affaires non élucidées. Il était composé de plusieurs policiers enthousiastes qui avaient devant eux un travail ardu. Cette affaire devint le plus ancien crime violent non élucidé à Antioch. 35 ans de silence. La période ne fut pas choisie au hasard. Peu avant le lancement de la réouverture de l'enquête, de nouvelles technologies médico-légales étaient apparues, permettant de travailler même avec des échantillons de mauvaise qualité, des matériaux anciens ou une quantité minimale de sources d'information. Les séquenceurs génétiques de nouvelle génération, les algorithmes informatiques, tout cela changea la donne. Les preuves, datant de près de 40 ans, furent envoyées au laboratoire de médecine légale du comté de San Mateo. Les sacs scellés furent ouverts avec précaution. Pour la première fois, il fut possible de créer un profil ADN complet du criminel, exhaustif, détaillé et utilisable pour comparaison. Auparavant, des tentatives avaient été faites, mais les technologies ne permettaient pas de réussir. Maintenant, la situation avait changé. Une percée. Ayant obtenu un profil complet du tueur début 2017, ils décidèrent de le vérifier via la base de données des criminels enregistrés, CODIS, un système national. Ils téléchargèrent le profil, lancèrent la recherche. De manière inattendue, l'identification préliminaire désigna Mitchell Bacom. Une correspondance. Une véritable percée dans l'affaire. Les détectives ne crurent pas immédiatement à ce succès, trop beau pour être vrai. C'est pourquoi ils menèrent des tests supplémentaires. Ils vérifièrent tout 2 fois. Le profil fut vérifié via la base de données ADN du FBI. Une confirmation de plus. Après cela, les échantillons furent définitivement liés à cet homme. La probabilité d'erreur tendait vers 0. Il s'est avéré être ce petit ami suspect de Stéphanie, avec qui elle avait rompu peu avant le meurtre de Suzanne. Celui-là même qui avait été interrogé dans les années 80, mais relâché. Naturellement, cet homme n'est pas entré dans la base de données par hasard. Les policiers découvrirent sans difficulté la longue histoire de ses méfaits criminels, un lourd casier judiciaire. Mitchell Lynn Bacom est né le 21 mars 1954 dans une petite ville de Californie. Famille ordinaire, rien de remarquable. Au lycée, il déménagea à Antioch, là même où vivaient Stéphanie et Suzanne. Le destin les avait réunis au même endroit. Il avait en effet longtemps été suspect dans l'affaire du meurtre de l'adolescente, mais les preuves contre lui avaient fait défaut jusqu'en 2017. Il a vécu une vie normale pendant 37 ans. Il s'est avéré que dès 1973, il avait été condamné pour plusieurs crimes, jeune, mais déjà dangereux. Après le procès pour agression, il fut condamné à 5 ans de prison. Pour les accusations portées, il aurait pu recevoir la perpétuité, des chefs d'accusation graves, mais il n'avait pas été enregistré comme criminel auparavant. Son casier judiciaire était vierge,
C'est pourquoi le tribunal fit preuve de clémence. Première condamnation, jeunesse, circonstances atténuantes. Après avoir purgé une courte peine, il retrouva la liberté. Il sortit et retourna dans la même ville. Mais dès 1981, il fut de nouveau condamné pour plusieurs épisodes criminels et reconnu coupable. Moins d'1 an s'était écoulé depuis le meurtre de Suzanne. Cette fois, le criminel chevronné reçut 24 ans de prison. Le tribunal fut plus sévère. Tous ces crimes étaient liés à des actes illégaux à caractère sexuel. Le modus operandi était le même. Après sa libération, cela se produisit au début des années 2000, l'homme fut obligé de s'enregistrer comme délinquant sexuel, procédure standard pour de tels condamnés. Il refusa de le faire, ignorant l'exigence, et en 2002, il écopa de 4 années supplémentaires pour violation des conditions de sa libération, de nouveau derrière les barreaux. Après cela, il apparut dans les bases de données, empreintes digitales, photos, échantillons d'ADN. En 2017, lorsque les policiers sont venus chercher Mitchell Bacom, âgé de 63 ans, il vivait toujours dans la même ville, Antioche, il n'avait pas bougé. Il fut placé en garde à vue sans résistance, alors qu'il rentrait tranquillement du magasin avec un sac de courses. Une journée ordinaire, un homme âgé ordinaire. Les menottes se sont refermées. Le tueur nia tout lien avec le plus ancien meurtre non élucidé d'Antioche. Il secouait la tête, disant que c'était une erreur, mais les preuves contre lui étaient irréfutables. La génétique ne ment pas. Après avoir établi le lien entre Mitchell et le meurtre de Suzanne, les détectives donnèrent une conférence de presse, caméra, microphone, journaliste, et déclara que son échantillon d'ADN serait comparé à un certain nombre d'autres affaires non résolues. Il avait peut-être tué d'autres personnes, un modus operandi trop professionnel pour un cas unique. Au moment de son arrestation, l'homme avait 63 ans. Il était resté impuni pendant 37 ans. Étant donné que son modus operandi rappelait celui d'un tueur en série, méthodique, sans panique, on pensait qu'au cours de ses années de liberté, il aurait pu commettre de nombreux actes similaires. Combien exactement, on l'ignorait. Enfin, la famille de la victime avait l'espoir d'obtenir justice, après tant d'années. Le principal problème qui avait empêché Mitchell d'être tenu responsable dans les années 80 était son alibi, en béton à première vue. Il avait déclaré qu'il passait du temps avec sa tante dans un bar de la ville voisine, assez loin de l'endroit où Suzanne gardait les enfants. 40 kilomètres au minimum. Selon ses dires, il avait quitté le bar vers 2 heures du matin et s'était arrêté à un carrefour à l'entrée de la ville. Il était passé dans un magasin de nuit pour acheter des cigarettes, comme il l'expliquait. Le vendeur l'avait reconnu, ils avaient échangé quelques mots, puis Mitchell était rentré chez lui. C'est ce qu'il raconta au détective, calmement, avec assurance. À cause de ses déplacements, il lui restait une très petite fenêtre de temps, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Les détectives de l'époque avaient jugé qu'il était un tueur peu probable. Il ne restait presque plus de temps, la distance était grande, notamment grâce à la confirmation de ses dires par sa tante et le vendeur. Tous deux avaient témoigné. Il fut impossible de relier le criminel au meurtre à l'époque, bien qu'il semblât plus suspect que quiconque. L'intuition disait une chose aux détectives, mais les preuves en disaient une autre. Stéphanie elle-même pensait que Mitchell aurait pu être impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de sa cousine. Elle en parlait ouvertement, insistait. Il connaissait toute leur famille, y compris l'adolescente. Ils s'étaient vus plusieurs fois lors de la courte période où le couple se fréquentait. Ils se croisaient à la maison, au restaurant. Malheureusement, cela avait suffi pour que la jeune fille commence à lui faire confiance. Un visage familier, le petit ami de sa sœur, quel danger! C'est pourquoi Suzanne lui ouvrit la porte sans méfiance et signa ainsi son propre arrêt de mort. Elle ne se douta de rien avant qu'il ne soit trop tard.
Stéphanie n'avait passé que 3 rendez-vous avec l'homme, après quoi elle décida de ne pas poursuivre la relation. Quelque chose l'avait alarmée. Peut-être son regard, peut-être ses questions trop insistantes. Selon elle, après leur rupture, Mitchell était venu plusieurs fois au restaurant où elle travaillait, ne commandait rien, se contentait de s'asseoir à une table près de la fenêtre et de l'observer en silence, pendant des heures. Il la regardait servir les commandes, sourire aux clients. Cela paraissait effrayant, un regard fixe, une posture tendue. C'est pourquoi elle décida de couper complètement toute communication. Elle demanda à ses collègues de dire qu'elle n'était pas là s'il venait. Néanmoins, il n'a pas lâché prise. Au lieu de cela, Mitchell laissait des notes sur le seuil de sa maison, courtes, sans menace, mais insistantes. Il revenait au travail, tentait d'établir le contact, l'attendait après son service. Stéphanie fut en colère, apprenant qu'une de ses collègues, une nouvelle, qui ne connaissait pas la situation, avait donné son adresse personnelle au jeune homme. Plus tard, la femme s'était justifiée en disant qu'elle ne connaissait pas leur rupture, qu'elle pensait aider. Mais il était désormais évident. C'est grâce à cela que Suzanne avait été mise en danger et était devenue une victime. Il connaissait l'adresse. Il savait qu'une jeune fille était seule dans la maison avec de jeunes enfants. En 80, pendant l'enquête, Mitchell s'était même vu proposer de passer un test au polygraphe. Procédure standard pour les suspects. Il accepta sans hésitation, avec assurance, calmement, mais les résultats furent jugés ambigus. Les courbes s'affolaient à certains endroits, mais pas suffisamment pour être considérés comme un mensonge évident. Les détectives menèrent de nombreux interrogatoires. Ils restèrent assis en face de lui pendant des heures dans la salle d'interrogatoire, posant les mêmes questions avec des mots différents. Mais le suspect ne cédait pas. Il tenait bon. Faute de preuves irréfutables, il fut impossible de le relier au meurtre. Ils durent le laisser partir. Finalement, 37 ans plus tard, le criminel fut arrêté. La justice a tardé, mais elle est finalement arrivée. Il a été inculpé de meurtre, d'enlèvement et d'actes illégaux. De plus, selon le rapport du médecin légiste, il n'était pas clair s'il avait commis ces actes avant d'infliger la blessure mortelle ou après. Cela avait une importance pour la qualification légale. Le procureur continuait de discuter avec son équipe pour savoir s'il fallait demander la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou rechercher la peine capitale, la peine de mort. Mitchell lui-même n'a toujours pas reconnu sa culpabilité. Il restait en cellule, silencieux lors des interrogatoires. Il fut décidé de se limiter à la perpétuité. Une condamnation à mort pourrait entraîner encore plus de litiges dus aux appels et prolonger le processus pendant des années. Habituellement, dans de tels cas, les avocats commencent à déposer appel après appel, utilisant toutes les échappatoires possibles.